Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et les commentaires sont très importants pour moi, donc on l'a vu il y a 2 jours lors de ma précédente vidéo concernant le crash de l'avion de Wagner qui a causé la mort surtout de Prigojine et de Outkin. Alors même s'il y a toujours une enquête en cours, je vous ai déjà donné mon avis, hein. Je vous ai dit que pour moi c'était Vladimir Poutine qui est derrière tout cela. Alors évidemment, cet avis a fait couler beaucoup d'encre, donc la plupart des commentaires que j'ai eus étaient d'accord avec moi, mais il y en a qui n'étaient pas d'accord avec moi, et cela me va très bien. Moi, je ne donne que mon avis avec les faits que j'ai. Les faits, évidemment, tout est relatif. Les faits peuvent être faux, ce qui indique une mauvaise conclusion, mais les faits peuvent être vrais. Et quand il y a beaucoup de faits, les conclusions sont d'autant meilleures. Alors évidemment, ce n'est que mon avis. Je peux dire des bêtises, je peux me tromper. Moi, encore une fois, je fais avec ce que j'ai. Alors le temps nous dira ce qu'il en est vraiment. On verra bien. On verra bien. En tous les cas, merci d'avoir donné tous vos commentaires, même qui ne sont pas du même avis que moi. Moi, ça me va très bien. Je suis très content comme ça permet de débattre, de discuter. La plateforme est faite pour ça, hein. Débattre et discuter. Encore une fois, je ne donne que mon avis. Ce n'est que mon humble avis. Et je n'impose rien du tout. Donc voilà, donc c'était très intéressant parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, des fois passionné. J'ai reçu beaucoup de mails aussi sur Proton Mail. Alors, soit des mails qui disaient oui, c'est super, bonne analyse, etc. Mais j'ai reçu des mails aussi qui disaient non, tu dis n'importe quoi, c'est pas possible, c'est les États-Unis qui ont fait ça, c'est le Pentagone, etc. Pourquoi pas? Chacun son avis. Moi, je suis pas du tout d'accord avec cette assertion. Écoutez, toutes les hypothèses sont possibles. Tant qu'on n'a pas de preuves formelles, voilà, ça ne reste que des spéculations. Nous verrons bien. Bref, je reviens quand même au point sur l'Ukraine. Donc c'est le point sur l'Ukraine du 26 août 2023 avec comme sujet principal, eh bien les médias et le Pentagone sont de plus en plus sombres quant à l'avenir de l'Ukraine. On verra ça avec beaucoup d'articles. Et ensuite, la nouvelle Bakhmut qui devient Rabotino. Voilà, c'est la nouvelle Bakhmut dans le sens où c'est le hachoir à viande récent qui vient de sortir. Nous verrons bien. En bref, en tous les cas, comme d'habitude, cette vidéo est en plusieurs parties. Il y a l'introduction, donc que je vais vous présenter. Il y aura les informations générales avec la conclusion des informations générales. Et enfin, comme d'habitude, je finirai par la carte militaire. Voilà. Donc on va commencer par l'introduction. Alors l'introduction, donc comme je vous l'ai dit, les médias occidentaux et le Pentagone de plus en plus sombres envers l'Ukraine. Rabotino devient le nouveau Bakhmut. Ensuite, sur le front de Zaporijie-Donetsk, le plus important pour les Ukrainiens, les derniers efforts des fameuses brigades ukrainiennes, dont la fameuse qui est la 82e, si bien armée et entraînée par l'OTAN. Toutes ces attaques ont été une débâcle. Concernant le jour de l'indépendance de l'Ukraine et le discours de Zelensky, il n'y a eu rien à dire d'intéressant. Il voulait annoncer une nouvelle, c'est-à-dire la prise de Rabotino, mais ça ne s'est pas fait. Donc au final, il n'a pu faire qu'un discours en disant oui, il y a de l'espoir, faut continuer à se battre, etc. Donc rien de bien intéressant.
Et enfin, donc le nombre de morts de soldats ukrainiens sur le front, donc ça a été confirmé dans le sens qu'il est absolument catastrophique. Je vous avais déjà montré des coupures de journaux de gros médias américains qui déjà admettaient qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts, donc environ, quoi, à partir du 4 juin à environ le 19 août, donc plusieurs dizaines de milliers de morts. Le chiffre qu'on donne, c'est 43 000 morts à peu près. Bon, maintenant, évidemment, ça c'était il y a une semaine et demie, maintenant ça doit être plus élevé que ça. Mais bon, en tout cas, maintenant c'est accepté par les médias occidentaux. Voilà, c'est pour ça que le Pentagone commence à douter fortement, ainsi que les médias. Et enfin, surtout, on a cette vidéo du colonel McGregor sur Twitter qu'on va voir bientôt. Lui qui annonce un chiffre total depuis le début de la guerre de nombre de soldats ukrainiens morts absolument colossal. On verra cela après. On va passer aux informations générales. Alors là, on va commencer par le front Zaporozhye et Donetsk parce que c'est là que ça chauffe le plus. C'est là où les Ukrainiens envoient toutes leurs forces, quoi. Leur force principale, c'est là, hein, c'est la région d'Orirov et plus particulièrement une certaine zone. Donc on va en parler tout de suite. Alors j'ai pu trouver une carte du 23 août qui est assez détaillée et apparemment elle aurait été faite par les Américains, mais cela reste à confirmer. En tous les cas, vous pouvez voir donc la ligne de front ici en violet. Vous pouvez voir que la carte a été faite au moment où les Ukrainiens ont pris une grosse partie de la Botino. Ça, c'est moi hein, qui ai fait la ligne en rouge pour vous délimiter les contours du village. Et là, vous pouvez voir la première ligne de défense russe et la deuxième ligne de défense russe, avec d'autres petites lignes de défense entre les deux, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est une carte assez précise. Pour être objectif, il faut quand même noter que les Ukrainiens ont fait des avancées sur les côtés, donc côté est ici du front et côté ouest, ils ont fait des avancées, ils ont pris du terrain et pour l'instant ils le gardent, hein. Donc ils ont fait de petites progressions réelles. Par contre, le village de Rabotino a été repris aux toutes dernières nouvelles, donc moi c'est des nouvelles d'hier, ils ont été repris par les Russes, mais ça peut très vite changer étant donné la puissance ukrainienne qui est engagée ici. Donc vraiment, vraiment, ils veulent atteindre absolument Tokmak qui est ici, qui est plus au sud là. Donc voilà, ça vous donne une idée un petit peu plus précise du terrain. Alors, le gros de la bataille avec les meilleures troupes ukrainiennes était lancé sur le petit village de Rabotino, qui devait mener après, si cela avait été un succès, vers la ville de Tokmak, bien évidemment, puisque c'est le but des Ukrainiens. Alors, bah, comme cela fut un échec, eh bien, malheureusement, Zelensky, lors de son discours du 24 août pour le jour de l'indépendance de l'Ukraine, eh bien, moi j'avais lu qu'il était prévu qu'il annonce la prise de la Botino pour donner de la substance à sa prise de parole, à son discours. Et malheureusement, bon, il a dû être fort déçu puisqu'il n'a rien pu annoncer lors de son discours. Alors je vous montrerai son discours vite fait pour que vous voyez de vos yeux bah, qu'il est vide au final son discours. Voilà, donc maintenant, toutes les forces de l'armée ukrainienne concernant Zaporizhia Donetsk, ce front-là, bah, ils misent tous pour la reprise de Rabotino. Alors malheureusement, bah, cela a échoué, mais à un moment donné, ils avaient réussi. Car pour la petite histoire, ils avaient réussi à reprendre 70% de la ville de Rabotino. Ils avaient même pu planter un drapeau ukrainien sur un bâtiment administratif de ce village.
Mais malheureusement, quelques heures après, les Russes ont pu les chasser et les faire reculer. Donc là, au moment où je vous parle, c'est les Russes qui ont repris le contrôle de Rabotino, mais, comme les forces ukrainiennes envoient tout pour reprendre Rabotino, puisque Kiev a décidé que Rabotino était le nouveau Bakhmut, le nouveau symbole, donc ils lancent tout sur Rabotino. Voilà, donc ça c'est très important à souligner, c'est le nouveau symbole. Voilà, c'est la reprise de Rabotino. Voilà. Donc là, à un moment donné, les Ukrainiens avaient fait une percée pour reprendre Rabotino, hein. Donc, bon, ça s'est fait avec énormément de pertes d'hommes et de véhicules blindés, bien évidemment. Comme dit dans les médias, hein, de toute manière, hein. Mais voilà, c'est le nouveau Bakhmut, donc j'insiste, Rabotino, voilà, c'est le village, c'est la localisation à se souvenir parce que Kiev a décidé que c'était le point d'entrée, là où il fallait faire la percée avant de piquer sur Tokmak. Donc c'est très important. Et comme vous le savez bien, maintenant, Kiev annonce toujours aux journaux ce qu'ils vont faire. Voilà, sur le terrain. Eh oui, c'est comme ça avec l'Ukraine. Alors, je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'ai prise sur Twitter. C'est un entretien entre le colonel McGregor, qui était le premier conseiller militaire de Donald Trump, avec Tucker Carlson, qui était le journaliste vedette de Fox News pendant bien des années. Donc là, ils se sont retrouvés sur Twitter dans cet entretien et je voulais vous montrer un extrait de cet entretien, un petit peu large certes, où le colonel McGregor estime environ 400 000 morts côté soldats ukrainiens, selon ses estimations. Alors l'extrait n'est pas que sur les 400 000 morts, mais un petit peu plus large, afin que vous voyez ce que pense aussi Tucker Carlson. Alors je tiens à m'excuser tout de suite, car bon, c'est en anglais, mais c'est sous-titré en anglais. Alors bon, moi j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de tout traduire malheureusement. Bon, j'espère que bon, ça devra aller pour vous. Pardonnez-moi pour le fait que ça soit en anglais. Voilà, bon, j'espère que avec la lecture des sous-titres en anglais, ça devrait quand même aller. On va dire ça. Allez, je vous laisse voir cet extrait. Pretty much everything that NBC News and the New York Times have told you about the war in Ukraine is a lie. The Russian army is incompetent, they claim. Ukraine is a democracy. Vladimir Putin is Hitler and he's trying to take over the world. Thankfully, the Ukrainians are winning. None of that is true. Every claim is false, the last one especially. The Ukrainian army is not winning. In fact, it's losing badly. Ukraine is being destroyed. Its population is being slaughtered in lopsided battles with a technologically superior enemy, or scattered by the millions to the rest of the globe as refugees. Ukraine is running out of soldiers. As that happens, the question will inevitably arise, who's going to replace them? If the Ukrainians can't beat Putin, who will? The answer, of course, will be us. American troops will fight the Russian army in Eastern Europe. That's most likely. And the assumption is we'll win. But will we win? Probably not, says former Army Colonel Douglas McGregor, a decorated combat veteran who advised the Secretary of Defense in the last administration. The U.S., says McGregor, is on the brink of a catastrophic war that could very easily destroy us. Few Americans seem to understand that, but they should. Doug McGregor is now the CEO of Our Country, Our Choice, and we sat down with him recently. This conversation is worth hearing. Doug McGregor, thanks for joining us. How would you assess and describe the state of the war in Ukraine right now? That's an important question, and not enough people have good answers at this point. I think all of the lies that have been told for more than a year and a half about the Ukrainians are winning, the Ukrainian cause is just, the Russians are evil, the Russians are incompetent, all of that is collapsing. And it's collapsing because what's happening on the battlefield is horrific. The Ukrainians now, we think, have lost 400,000 men killed.
in battle. We were talking about 350,000 a few months ago. Within the last month of this supposed counteroffensive, which was to sweep the battlefield, they lost at least 40,000 killed. We don't even know how many people have been wounded, but we know that probably upwards of 40 to 50,000 soldiers are amputees. We know the hospitals are full. And we know that Ukrainian units at the platoon and company level, that's with anywhere from 50 to 150 to 200 men, are in piecemeal fashion surrendering to the Russians. Not because they don't want to fight, it's because they can't fight anymore. They have so many wounded, they can't evacuate them. And commanders are saying, well, if I can't evacuate my wounded, I'm going to surrender because otherwise the wounded will die. And so they call the Russians, and they all speak Russian, and tell them on the radio, look, I've got 50, 60 wounded here. I'm going to surrender because I don't want them to be killed. And the Russians from the very beginning have always treated the Ukrainian soldiers very fairly and very gently. And so they know they're not going to be abused or mistreated. They know they can actually be exchanged for Russian prisoners in the future. So they've surrendered. And I think we're going to see this army that we've been spending so heavily on increasingly melt away. And at the same time as we're talking, if you look at this long banana-shaped strip of territory in southern Ukraine that the Russians control, if you go to the northeastern corner of that, south of this city called Kharkiv, there are major offensive operations taking place there right now. And the Ukrainian forces are being swept away in front of the Russians. And again, all of this happens in a way that is just not reported in the West. And in the meantime, rather than admit that this is a terrible tragedy that should be ended on humanitarian grounds, if no other, that the killing should stop, as President Trump said, stop the killing, we're going to continue. And this puts the Russians in the unhappy position of marching further west, because from the very beginning, Putin and his advisors were never interested in a war with NATO or the United States. That's why you've had such incrementalism, this slow grind of movement forward, defensive operations for a long period to build up the force, and then continued offensive operations. They have over 300,000 combat troops in reserve in Russia. And I think they're sitting there and not being released to fight because President Putin anticipates the possibility that we will intervene in Western Ukraine. And if we intervene in Western Ukraine, the Russians will be ready for that. Voilà, c'était un extrait de ce long entretien qui dure normalement 52 minutes. Voilà, je vous en ai donné un petit extrait, encore une fois, veuillez me pardonner pour le fait que cela soit en anglais. Bon, on continue pour les informations. Alors aussi, le 24 juin, l'Ukraine a annoncé avoir lancé une attaque commando en Crimée pour, entre guillemets, fêter le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Alors on va lire un article qui vient de Reuters, donc on va voir ça ensemble. Alors voici le journal internet de WHTC qui reprend un article de Reuters. Que lit-on ? L'Ukraine déclare avoir lancé une opération spéciale en Crimée occupée par la Russie. Reuters. La marine et les renseignements militaires ukrainiens ont mené dans la nuit une opération spéciale au cours de laquelle des unités ont débarqué en Crimée occupée par la Russie, a déclaré jeudi la direction principale du renseignement. Ça s'appelle GUR et non pas HUR, c'est une erreur de leur part. Donc le GUR du ministère de la Défense. L'opération, que Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante, constituerait une rare démonstration de la capacité des forces ukrainiennes à mener des opérations terrestres en Crimée, que la Russie a saisie et annexée en 2014. Une séquence vidéo, brève et sombre, publiée à côté de la déclaration, montrait un petit bateau à moteur se déplaçant dans l'eau la nuit près d'un littoral. Le GUR a indiqué que le point d'atterrissage se trouvait à la pointe ouest de la Crimée, près des colonies d'Olevnica et Mayak. Des unités spéciales sur des embarcations ont débarqué sur le rivage dans la zone des colonies d'Olevnica et Mayak, a déclaré le GUR dans un communiqué. Il a déclaré que tous les objectifs avaient été atteints et que des pertes ont été infligées à l'ennemi, mais on n'a pas identifié les objectifs.
En outre, le drapeau national a de nouveau flotté en Crimée ukrainienne, a-t-il ajouté, sans préciser où exactement ni fournir davantage de détails. La Russie n'a pas commenté ce rapport qui coïncidait avec le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé mercredi à mettre fin à l'occupation russe de la Crimée, même si la Russie ne montre aucun signe d'abandon de la péninsule. Mercredi, les renseignements militaires ukrainiens ont également signalé avoir délibérément incité un pilote militaire russe à faire atterrir son hélicoptère Mi-8 sur un aérodrome ukrainien. Que des nouvelles sensationnelles, évidemment non prouvées, il faut les croire sur parole. Comme le dit d'ailleurs Reuters. Hein. Voilà. Mais ça coïncidait, tout ça, avec le jour de l'indépendance de l'Ukraine. Bon, avant que je vous donne mon petit commentaire, voyons voir la vidéo publiée par Kiev qui démontrait cet accostage de la Crimée. Et vous allez voir, digne d'un film hollywoodien. Hein. Regardons ça ensemble. Давайте, становитесь рядом, Слава. Флагом рядом стань. Хама. Бур вже в Криму. Працює з нас. Героям слава. Alors, comme vous avez pu le voir, cette opération qui a été faite en pleine nuit a montré la ruse, l'astuce et l'intelligence de la force armée ukrainienne qui a pu déjouer toutes les défenses russes, qui a tué certainement un bataillon russe qui était sur cette pointe ouest de la Crimée, qui a réussi à faire tout ça, à planter un drapeau et à repartir vraisemblablement sur Odessa, là où ils étaient partis. Vraisemblablement. Donc ils ont réussi à faire ça, donc, parce que c'était le but pour le jour de l'indépendance de l'Ukraine, c'était de venir planter un drapeau en Crimée et repartir. Alors bien sûr, ils ont détruit un bataillon russe en plus comme ça pour l'occasion. Et évidemment, ils se sont filmés pour montrer qu'ils avaient réussi tout ça. Et bien évidemment, la vidéo qu'ils ont faite est absolument incontestable. Il n'y a rien à redire, même sous la loupe du spectateur le plus exigeant. C'est clair qu'ils ont réussi à faire tout cela. Bien évidemment. Alors avant qu'on passe à une autre information, je voulais souligner le fait que le jour de l'indépendance, Zelensky donc, a fait un discours. Et dans ce discours, il n'a pas parlé d'une victoire de la prise du village de Rabotino, et pour cause, puisque ça a été une débâcle. Alors, il n'en a pas parlé, mais il n'a pas parlé aussi de l'exploit de ces commandos qui ont accosté à l'ouest de la Crimée et qui ont tué des Russes, qui ont planté un drapeau et qui sont repartis. Il n'a pas parlé de ça non plus. C'est étonnant. En tous les cas, voilà, je voulais souligner ce fait quand même qui n'est pas forcément anodin. Donc on passe à une autre information. L'Ukraine utilise massivement les obus à sous-munitions, surtout sur le front de Zaporojye et Donetsk. Des vidéos Telegram ont montré de nombreux blessés russes dus à ces obus, mais étrangement, je n'ai aucune vidéo montrant des morts russes, bien qu'il y en ait eu obligatoirement, évidemment, puisque les Ukrainiens, c'est ce qu'ils utilisent maintenant le plus, c'est des obus à sous-munitions américains. Et bah, évidemment, ça fait des morts côté russe, bien évidemment, faut pas croire. Hein. Malgré bon,
le ton de la vidéo, les Russes meurent aussi, ils perdent du matériel, etc., hein, bien sûr. Mais faut toujours avoir en tête que c'est en quantité bien bien moindre que les Ukrainiens. Ne l'oublions pas. Zelensky remercie le Danemark d'avoir promis des avions de chasse F-16 à l'Ukraine. Donc là, on va voir un article qui va expliquer un petit peu tout ça. Donc voici un article du New York Times. Que dit-il? Zelensky remercie le Danemark d'avoir promis des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Les Pays-Bas et le Danemark sont devenus les premiers pays à annoncer qu'ils feraient don des avions. Au 21 août, le président Volodymyr Zelensky a remercié le Danemark pour son soutien dans son discours prononcé lundi devant le Parlement du pays, un jour après qu'il soit devenu l'un des premiers pays à promettre des avions de combat F-16 à l'Ukraine. Les Pays-Bas et le Danemark ont annoncé dimanche qu'ils feraient donc de dizaines de F-16 à l'Ukraine, ce que M. Zelensky a qualifié de percée dans la quête de longue date de son pays pour acquérir l'avion, qu'il considère comme impératif dans la guerre contre la Russie. Lorsque vous défendez le droit des gens à la vie, vous êtes rejoint par d'autres qui valorisent la vie, a déclaré M. Zelensky à Copenhague. Cela vous rend ensemble invincibles. Je vous remercie, Danemark, d'avoir aidé l'Ukraine à devenir invincible. L'achat de F-16 de fabrication américaine pour compléter une flotte d'avions à réaction de l'ère soviétique est une priorité depuis des mois pour le gouvernement de Zelensky, qui cherche à obtenir un avantage sur l'armée de l'air russe et améliorer sa propre défense aérienne. Les responsables ukrainiens ont toutefois reconnu la semaine dernière que les pays de l'OTAN ne feraient pas don des avions avant l'année prochaine, ce qui est trop tard pour les utiliser dans le cadre d'une contre-offensive lancée cet été par le gouvernement de Kiev. Le président Biden, mettant de côté des mois de résistance, a déclaré en mai que les pays de l'OTAN pourraient former des pilotes ukrainiens sur des F-16, un processus qui durerait des mois, et jeudi un responsable américain a déclaré que les États-Unis autoriseraient les alliés à envoyer des avions à réaction. M. Zelensky a souligné le long processus d'acquisition des avions, affirmant dans son discours de lundi qu'il fut un temps où il disait que cela n'arriverait jamais. La solidarité s'est transformée en leadership, en particulier vos dirigeants, le Danemark, a-t-il déclaré, et c'est le leadership qui multiplie notre force collective. L'ambassadeur de Russie au Danemark, Vladimir Barbin, a déclaré que la décision danoise entraînerait une escalade du conflit, a rapporté TASS. Le voyage de M. Zelensky au Danemark a commencé dimanche par une visite d'une base aérienne où il a rencontré des pilotes ukrainiens. Bon, blabla. Il était venu des Pays-Bas où M. Zelensky a déclaré que le pays ferait don de 42 avions à réaction une fois que les pilotes et ingénieurs auraient été formés. Alors évidemment, là, ce que dit Zelensky, c'est archi faux. Mark Rutte n'a jamais dit ça. Il a juste dit qu'il avait 42 avions en tout, qu'il en donnerait à l'Ukraine éventuellement. Il fallait qu'il étudie tout ça, etc. Et Zelensky, lui, il débarque, il dit qu'il ferait donc des 42 avions. Voilà. Donc Zelensky, menteur, bien évidemment, menteur sans vergogne comme d'habitude. Et en plus, il harangue la foule en disant avec les F-16, on deviendra invincible. L'armée ukrainienne deviendra invincible. Vous voyez le commercial pur qui dit des bobards plus gros que lui. Mais bon, ça le dérange pas, hein, c'est de la com. C'est de la com. Les F-16 renforceraient les défenses aériennes ukrainiennes lancées au sol qui sont utilisées pour combattre les attaques de missiles russes et pourraient également avoir un effet dissuasif sur Moscou à long terme car ils pourraient effacer sa supériorité aérienne. Ah bah c'est sûr, ouh là là. Parce qu'en fait, si vous voulez, le Danemark a dit qu'il donnerait 8 F-16. 8 F-16. Et peut-être 6 autres après. Voilà, l'année prochaine. Voilà. C'est marrant parce que le New York Times, il précise pas ça. Hein. Il précise pas, alors que la première ministre du Danemark l'a dit à la télévision. Et c'est marrant, là, il précise pas, là, dans le New York Times. Tiens. Je suppose que si le New York Times disait qu'en fait, le Danemark avait promis 8 F-16, éventuellement 6 de plus, ça aurait fait mauvais genre. Ah bah oui, c'est sûr. Hein. Mais bon,
Le New York Times, bon, bah, c'est quand même un outil de propagande américain, faut quand même pas l'oublier. Voilà. La Suède a à présent refusé d'envoyer des Gripen en Ukraine. Et voilà, parce que Zelensky lui disait oui, ouais, il y aura peut-être des Gripen donnés par l'Ukraine. Voilà. Bon, pour l'instant, non. Voilà. Donc voilà, l'Ukraine fait également pression pour obtenir des avions de guerre suédois Gripen. Voilà. Bon, évidemment, Zelensky, lui, il fait des pressions, mais bon, je vois mal la Suède envoyer des Gripen. Là, ça va être encore un melting pot. Il y aura des Gripen, des F-16, les avions soviétiques. Alors, je vous dis pas la chaîne logistique, hein, qui était déjà un cauchemar. Bref, voilà, bon, c'était pour vous montrer ça. J'ai trouvé ça rigolo, encore une fois, dans le ridicule. Ce sont les armes magiques, évidemment. Armes magiques qui seront envoyées que l'année prochaine. C'est-à-dire quand tout sera fini depuis longtemps. Voilà. Voilà. Bon, alors là, vous voyez là, à la fin quand même, parce qu'on met le pire à la fin. C'est évidemment, sinon ça ferait mauvais genre. Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson n'a pas mentionné les avions de combat lors d'une conférence de presse avec M. Zelensky samedi. L'Ukraine a reçu des avions à réaction de l'ère soviétique en provenance de Pologne et de Slovaquie. Alors ça c'est vrai, ils les ont déjà donnés à plusieurs reprises d'ailleurs, la Pologne et la Slovaquie. C'est les plus grands donneurs d'avions en réalité. D'avions dans l'absolu, hein, pas d'avions de l'OTAN. Alors j'ai appris grâce au blogueur Simplicus The Thinker, qui est une de mes très nombreuses sources, que le lendemain du crash de l'avion de Sourovikine, eh bien, Vladimir Poutine avait fait une demande officielle à toutes les troupes de Wagner qu'ils fassent une allégeance à la Russie. Donc je vais vous montrer le document. Alors voici un décret signé et tamponné de Vladimir Poutine au 25 août. Et ce décret a été publié le lendemain du crash de l'avion de Prigojine, Outine et les autres chefs de Wagner. Vous notez quand même le timing, hein. Vous notez le timing. Alors ce décret demande une allégeance des Wagnériens envers la Russie. Voilà ce que déclare ce décret, une allégeance des troupes Wagner à la Russie. Alors je le répète, notez le timing, le lendemain du crash de l'avion, 25 août. Voilà, chacun en conclura ce qu'il voudra. Donc là, on en vient au titre de la vidéo, dans le sens, le Pentagone et les médias sont de plus en plus sombres vis-à-vis de l'avenir de l'Ukraine. Donc là, on va voir une volée d'articles qu'on va parcourir rapidement. C'est pour vous donner le ton maintenant dans les médias occidentaux quant à ce qu'ils pensent de la guerre en Ukraine. Et vous allez voir, c'est de très mauvais augure pour l'Ukraine. Alors on va commencer par The Daily Telegraph, qui est un journal extrêmement pro-ukrainien. Si vous voulez, c'est l'équivalent de LCI en France. Et que lit-on? Très étonnamment, j'ai été vraiment très étonné. L'armée ukrainienne manque d'hommes à recruter et de temps pour gagner. Et le pire, la victoire peut être en vue pour Vladimir Poutine. Robert Clark, au 22 août. Donc vous voyez, la victoire de Vladimir Poutine peut être en vue. Vous voyez comme quoi c'est sombre. Alors, pardonnez-moi, je vais vous le mettre en français quand même. Voilà. Donc je ne vais pas tout lire, évidemment, c'est juste pour vous donner un florilège d'articles, hein. La guerre en Ukraine est désormais une guerre d'usure menée dans des conditions qui favorisent de plus en plus Moscou. Kiev a jusqu'à présent admirablement fait face au manque d'équipements occidentaux, mais le manque de main-d'œuvre auquel il doit déjà faire face pourrait s'avérer fatal. D'une manière générale, la contre-offensive très attendue de Kiev a pris un élan bien nécessaire ces dernières semaines. Alors bon, c'est la traduction Google, hein, c'est ça quand
quand on traduit en français, avec des gains âprement disputés autour du village stratégiquement important de Rabotino, le fameux Rabotino dont je vous parlais tant. Si cela tombe, la route vers la mer d'Azov sera en vue, c'est-à-dire s'ils prennent Rabotino. Si les forces ukrainiennes parviennent à atteindre la côte, elles briseront le pont terrestre reliant la Russie à la Crimée. Voilà, bon, mettant potentiellement en déroute les troupes de Moscou, bon, éventuellement. Toutefois, les forces ukrainiennes ne combattent pas seulement des défenses massives et des tirs d'artillerie, ils luttent aussi contre le temps. Après avoir pénétré pour la première fois dans les formidables champs de mines russes il y a 4 semaines, Kiev cherche désespérément à exploiter ses premiers succès avant que les pertes croissantes et les pluies d'automne ne détruisent sa capacité de combat. Vous voyez, c'est quand même la victoire pourrait être en vue pour Vladimir Poutine. Alors, autre article, The New York Times, les forces et la puissance de feu ukrainiennes sont mal affectées, selon des responsables américains. Alors, les responsables américains, c'est le Pentagone. Les stratèges américains affirment que les troupes ukrainiennes se sont trop dispersées et doivent se concentrer le long du front principal de la contre-offensive au sud. Voilà, parce que oui, je vous ai dit qu'ils avaient envoyé des forces dans le nord, à cause de l'avancée des Russes sur Kupiansk, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que la semaine dernière, les Ukrainiens étaient en panique concernant le nord de l'Ukraine, puisque c'est là où il y a la grande armée russe et éventuellement la future grande offensive russe. Alors que peut-on lire très vite, parce qu'on ne va pas tout lire? La contre-offensive acharnée de l'Ukraine a du mal à percer les défenses russes retranchées, en grande partie parce que le pays a trop de troupes, y compris certaines de ses meilleures unités de combat, au mauvais endroit, affirment des responsables américains et occidentaux. L'objectif principal de la contre-offensive est de couper les lignes d'approvisionnement russes dans le sud de l'Ukraine, en coupant le soi-disant pont terrestre entre la Russie et la péninsule de Crimée occupée. Mais au lieu de se concentrer sur cela, les commandants ukrainiens ont réparti leurs troupes et leur puissance de feu à peu près également entre l'Est et le Sud, ont déclaré les responsables américains. En conséquence, davantage de forces ukrainiennes se trouvent près de Bakhmout et d'autres villes de l'Est que près de Melitopol, de Zaporizhzhia au Sud. 2 fronts bien plus importants sur le plan stratégique, affirment les responsables. Les planificateurs américains ont conseillé à l'Ukraine de se concentrer sur le front en direction de Melitopol, la priorité absolue de Kiev, et de percer les champs de mines et d'autres défenses russes, même si les Ukrainiens perdent davantage de soldats et d'équipements dans le processus. Donc là, vous voyez, c'est extrêmement intéressant ce qu'on lit là. Parce que là, on voit que les Américains ont un plan depuis le départ et qu'ils l'ont imposé aux Ukrainiens. C'est-à-dire entre le front Zaporozhye et Donetsk, faire leur percée, atteindre Tokmak, Melitopol, la mer d'Azov. Ça fait 9 mois qu'on nous le bassine dans tous les médias, tout est annoncé. Et là, on voit que ce sont bien les Américains. Alors moi, je vous le dis, les Américains et les Ukrainiens ne sont pas du tout d'accord sur la façon de faire le combat, de faire la guerre, tout du moins là-bas. Et les Ukrainiens, eux, veulent pas que les Russes fassent une percée quelque part, eux. Parce que les Ukrainiens, eux, voient quand même que les Russes ne restent pas les bras ballants. Ils avancent, surtout dans le nord. Donc ils essayent de répartir pour éviter une percée russe. Les Américains, eux, ils disent on s'en fout. Eux, ce qu'ils veulent, les Américains, on le voit là. C'est la priorité absolue, c'est percer pour atteindre Melitopol. Donc ça veut dire atteindre obligatoirement Tokmak, Melitopol, jusqu'à la mer d'Azov. Et notez. Ils doivent absolument faire ça d'après les Américains. Passer les champs de mines et autres défenses russes, on s'en fout comment, mais ils doivent se débrouiller pour le faire. Même si les Ukrainiens perdent davantage de soldats et d'équipements dans le processus. Enfin, les masques tombent. Jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et ce qui prouve que les Américains n'en ont absolument rien à faire des soldats ukrainiens. Eux, ce qu'ils veulent,
Voilà, c'est faire cette percée. Quoi qu'il arrive pour les Américains, ça passe ou ça casse. Si ça casse, eh bien, on négociera avec les Russes. Et puis voilà. Bon, allez, on passe très vite à un autre article. The Wall Street Journal. Alors, les États-Unis et l'Ukraine s'affrontent sur la stratégie de contre-offensive. Les forces de Kiev peuvent encore percer les défenses russes, mais le temps presse selon des responsables de Washington. Les responsables américains et ukrainiens sont engagés depuis des semaines dans un intense débat en coulisses sur la stratégie et les tactiques visant à relancer la lente contre-offensive de Kiev. Les responsables militaires américains ont exhorté les Ukrainiens à revenir à l'entraînement interarmes qu'ils ont reçu dans les bases alliées en Europe, en concentrant leurs forces pour tenter de briser les défenses russes et de pousser jusqu'à la mer d'Azov. Kiev a procédé à quelques ajustements ces dernières semaines, mais les deux parties sont toujours en désaccord sur la manière de renverser la situation face aux Russes dans le temps limité dont elles disposent avant l'arrivée de l'hiver. Vous ne comprenez pas la nature de ce conflit, a répondu le général Zaloujny, commandant des forces armées ukrainiennes, lors d'une interaction avec les Américains, a raconté un responsable américain. Il ne s'agit pas de contre-insurrection ici, mais ici c'est Kursk, c'est-à-dire une grande bataille avec beaucoup de véhicules blindés. C'est ça la référence Kursk, a ajouté le commandant, faisant référence à la bataille majeure de la Seconde Guerre mondiale entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Vous voyez, les Américains, eux, ils veulent une percée. Bon, ils ont raison, les Américains. Pour faire une percée, il faut lancer énormément de force sur un point. Sinon, la percée ne peut pas se faire. Donc les Américains ont raison. Mais d'un autre côté, les Américains, eux, ils s'en foutent à Washington. Parce que, évidemment, faire ce genre de percée, qui est entre nous impossible, hein, faudrait, je ne sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, mais faudrait au moins 40 000, 50 000 hommes environ, ce n'est que mon avis, pour faire une percée en un point. Mais ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. C'est un coup. Voilà, c'est un fusil à un coup. Et les Ukrainiens veulent pas tenter le fusil à un coup, parce que c'est leur vie qu'ils jouent. Donc les Américains ont raison, mais les Ukrainiens aussi ont raison. Donc c'est un énorme dilemme. ABC News, un des plus grands journaux américains. L'Ukraine subit de lourdes pertes après 10 semaines de contre-offensive. La contre-offensive ukrainienne sur le front oriental a débuté en juin. Il existe de plus en plus de preuves que l'Ukraine a subi de lourdes pertes lors de sa contre-offensive lancée il y a environ 10 semaines. C'est ce que je vous disais en début de vidéo, hein. Les plusieurs dizaines de milliers, on parle de 43 000 soldats ukrainiens morts depuis le 4 juin, et de plus en plus admis par les journaux. ABC News s'est entretenu avec 2 anciens soldats américains engagés dans une division des forces spéciales de l'armée ukrainienne et qui ont tous deux été blessés lors d'une opération dans l'est de l'Ukraine il y a 2 semaines. Les 2 soldats sont actuellement hospitalisés à Kiev, mais ont déclaré qu'ils espéraient être transférés en Allemagne pour une intervention chirurgicale cette semaine afin d'éliminer les éclats d'obus de leur corps. Les hommes ont déclaré que la mission de leur équipe était de prendre le contrôle d'un village à la périphérie de la ville de Donetsk, occupée par une milice sous contrôle russe depuis 2014. L'un des hommes, un soldat américain du Texas appelé Tango, a déclaré que son unité composée de dizaines d'hommes avait subi 85% de pertes et que 2 de leurs camarades avaient été tués lorsque l'équipe était tombée dans une embuscade alors qu'elles avançaient sur le territoire occupé par la Russie. 40% de l'unité a été si gravement blessée qu'elle est devenue inefficace au combat, a-t-il déclaré. Dernier article. Donc là, c'est Bild, le grand journal allemand. Donc Kiev subit d'énormes pertes de véhicules blindés, donc selon Bild au 19 août. Donc au moins 31 véhicules blindés de transport de troupes ont été détruits près d'une colonie du Donbass, a rapporté le média. Alors que l'Ukraine peine à percer les lignes russes lors de sa contre-offensive, les attaques font payer un lourd tribut à ces formations de blindés, les pertes de véhicules se chiffrant par dizaines
dans un seul secteur du front, a rapporté jeudi Bild, citant des vidéos visionnées par ses journalistes. Selon le rapport, même si Kiev a réussi à s'emparer du village de Stamaloïske, dans la partie sud-ouest de la région de Donetsk, après plus d'une semaine de combat, ce succès a été payé au prix fort en termes de destruction de blindés. Le ministère russe de la Défense n'a pas confirmé cette information, mais a fait état de nombreuses frappes d'artillerie des forces moscovites dans la région. Citant des images de drones russes, Bild a affirmé que lors de la bataille de Stamaloïske, les forces de Kiev avaient perdu au moins 31 véhicules blindés de personnel, donc des véhicules blindés d'infanterie en fait, hein. C'est la traduction Google, dont 23 véhicules blindés contre les mines fournies par l'OTAN. Les épaves des véhicules détruits restent toujours sur les champs de bataille, bien que certains blindages endommagés aient été récupérés, ajoute le média. Bild a décrit les résultats comme un succès du point de vue russe, expliquant que Moscou vise à détruire autant de véhicules blindés fournis par l'Occident que possible. C'est la fameuse guerre d'attrition voulue par Sourovikine. Bon, je crois que vous avez compris, on va arrêter là pour les articles concernant les problèmes militaires sur le terrain de l'Ukraine. Maintenant, on va passer à un autre problème pour les Ukrainiens, qui est l'énorme corruption au sein du gouvernement ukrainien. Donc là, on va voir un florilège d'articles. Je ne vous apprends rien, bien évidemment, mais c'est autre chose quand on voit tous les journaux qui commencent à en parler ouvertement. Avant, c'était bien caché. Maintenant, c'est de plus en plus admis par les journaux occidentaux. Ce qui est assez nouveau. Moi, d'habitude, il fallait que j'aille prendre des journaux indiens comme WION ou First Post ou Global Times, le journal chinois international. Maintenant, les médias occidentaux en parlent ouvertement. Donc on va voir ça ensemble. Alors on commence avec le journal Le Monde du 24 janvier. Des affaires de corruption ébranlent le gouvernement de Volodymyr Zelensky en Ukraine. Plusieurs hauts responsables impliqués dans des scandales, dont le vice-ministre de la Défense, ont démissionné ou ont été limogés. Ces décisions sont scrutées de près par ses alliés, alors que Kiev aspire à rejoindre l'Union européenne. 20 minutes, donc le 24 janvier. Guerre en Ukraine, pot de vin contre gros contrat. Tout comprendre au scandale de corruption qui secoue l'Ukraine. Kiev. Corruption. De hauts fonctionnaires sont accusés d'avoir perçu des pots de vin à la suite de signatures de contrats depuis le début du conflit. Alors bon, évidemment, les pots de vin, etc., c'est pour empocher l'argent de l'Union européenne et des États-Unis, et c'est pour revendre les armes principalement américaines aux plus offrants. Hein, n'oublions pas, comme je vous l'avais dit dans un point sur l'Ukraine, qu'on a retrouvé des javelines au Mexique, entre les mains de gangs mexicains. N'oublions pas cela. Sans compter qu'on en a retrouvé aussi en Afrique. Voilà, donc faut pas oublier tout ça. Donc que lit-on un petit peu plus en avant dans 20 minutes? Plusieurs hauts fonctionnaires ukrainiens ont été limogés ce mardi après de lourdes révélations de corruption au plus haut niveau de l'État. Ces responsables politiques auraient perçu des pots de vin lors de signature de gros contrats. On parle de gros contrats d'armement, bien évidemment. Voilà, pour la plupart, mais pas que. Le vice-ministre de la Défense, Vyacheslav Chapovalov, est lui accusé d'avoir gonflé les prix des aliments destinés aux soldats. En Ukraine, pays gangréné depuis des années par la corruption, un tel scandale n'avait pas eu lieu depuis le début de la guerre. 20 minutes vous compile tout ce qu'il faut savoir sur ces limogeages. Bon, je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est pas le but. Mais voilà, c'est pour vous dire le niveau de corruption. Selon le Berliner Zeitung, corruption en Ukraine, c'est le 27 janvier. Nous sommes vraiment en train de changer, dit le gouvernement ukrainien. Le journaliste d'investigation Yuri Nikolov déclare « L'Ukraine lutte vigoureusement contre la corruption et peut donc bénéficier de l'aide de l'Occident. »
J'adore, j'adore. Voilà. Ça, on lutte contre la corruption parce que l'Union européenne et les Américains étaient de plus en plus hésitants à donner des finances et de l'armement, sachant que la grosse partie de ce qu'ils donnaient était détournée par les mafieux du gouvernement, les oligarques ukrainiens et les seigneurs de guerre ukrainiens, entre autres. Donc, comme ils se connaissent tous, eh ben, ils vendent les armes et ils prennent l'argent qu'on leur donne pour acheter des belles maisons à l'étranger, etc., etc. Il y a tout un trafic. Voilà. Donc, j'adore ce gars-là qui dit ah, vous pouvez nous donner de l'armement et des finances toujours plus, hein, puisque vous inquiétez pas, on s'occupe vigoureusement de la corruption. Hein. J'adore. Ce que signifie le scandale de corruption à la Cour suprême d'Ukraine. Ça, c'est le 25, donc c'est un peu plus tard. Toujours un grand journal allemand. Les autorités ukrainiennes ont réprimé la corruption au plus haut niveau du système judiciaire du pays. Les experts affirment que même si l'affaire révèle l'ampleur du problème, elle constitue également un pas dans la bonne direction. Ah, ça va alors, tout va bien. Parce que là, on s'aperçoit que la corruption en Ukraine est tellement gigantesque que ça s'est vu à nulle part dans le monde, jusqu'au niveau de la Cour suprême, hein, la plus haute instance de justice. Je crois que ça s'est, à ma connaissance, ça ne s'est jamais vu. Mais bon, à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe. Mais en tous les cas, voilà, et c'est à ce pays-là, à ces gens-là qu'on donne des financements et de l'armement. Vous vous doutez bien que la mafia là-bas est terrible depuis 1991, hein, depuis la cession de l'Ukraine par l'Union soviétique. Voilà, mais bon, alors je ne vais pas tout vous lire non plus. Il pourrait s'agir de l'affaire de corruption la plus importante jamais connue par la justice ukrainienne. Moi j'aurais dit du monde, mais bon, c'est pas grave. Je vais pas tout vous lire non plus, l'article est assez long. Le Monde, Volodymyr Zelensky limoge tous les responsables du recrutement des soldats en Ukraine. Ça, c'était le 12 août. En baisse dans les sondages, le président ukrainien a engagé une purge dans l'armée sur fond d'affaires de corruption et d'une contre-offensive aux résultats décevants. C'est Zelensky qui dit ça, hein, contre-offensive aux résultats décevants. Voilà, donc ça veut dire beaucoup quand même. Donc je vais arrêter là, vous avez le tableau, je vais vous dire ce que j'en pense maintenant. La corruption de l'Ukraine ne date pas d'hier, ça date après 1991. Mais quand on a aidé l'Ukraine et qu'on a donné tout cet argent, tout cet armement, on savait qu'il allait être détourné. On le savait. Pourquoi on a continué ? Pourtant, il y a eu des reportages, malgré tout, malgré la censure médiatique, malgré les pressions de tous bords des pays de l'Occident. Malgré tout, il y a quelques journalistes courageux qui ont quand même fait leur travail et dénoncé la gigantesque corruption de l'Ukraine. Il y a eu des enquêtes aussi sur le fait que les États-Unis ne suivaient pas l'argent donné. Et pire, ils ne suivaient pas les armes données. Aucun inventaire, aucun suivi. Ça fait un scandale aux États-Unis. C'est normal ? L'Union européenne qui donne autant d'argent, toutes ses armes, les États-Unis qui donnent autant d'argent, toutes ses armes. Aucun pays sain d'esprit ne ferait ça. Un pays aussi corrompu, surtout sans suivi. Sans suivi, c'est-à-dire en faisant purement confiance au gouvernement. Aucun pays, normalement, ne ferait ça. Pourquoi c'est quand même fait ? À l'échelle de tout l'Occident. On parle de toute l'Europe et de toute l'Amérique du Nord. Et pourtant, c'est fait. Bon, vous allez me dire, c'est la énième preuve qu'il y a un État profond derrière. Le fait même que Joe Biden soit président des États-Unis est déjà une preuve en soi. Mais le fait est, voilà, c'est énorme pourtant. Là, maintenant, c'est dans les journaux de plus en plus. Alors pourquoi c'est dans les journaux de plus en plus ? Parce que, comme je le dis depuis des mois, l'Occident abandonne Zelensky, abandonne l'Ukraine. Ils ont vu qu'ils
perdait la guerre, quoi, que la guerre était perdue au final. Donc voilà, donc il commence à lâcher. Il commence à lâcher. Donc là, les médias commencent à dire oui, bon, on peut dire que ça va très mal pour l'Ukraine, on peut dire que les offensives ne marchent pas. Bon, il y a peu de chances, voire aucune chance qu'ils puissent briser les lignes de défense russes. Et maintenant, on a tous ces articles de corruption qui sortent depuis quelques mois. Bien que rien de nouveau sous le soleil, hein. Ça a toujours été pourtant. Mais voilà, c'est un signe, encore un énième signe. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, là, on va passer à une dernière information avant de passer à la conclusion. C'est sur la liberté d'expression des journalistes en Ukraine. Je vous en ai déjà parlé à maintes reprises. Je vous avais déjà dit que c'était le pire pays du monde, peut-être à part avec la Corée du Nord. En tous les cas, c'est une absolue horreur en Ukraine. Et enfin, un grand média américain en parle. Il était temps. Moi, ça fait déjà plus d'un an que je fais des vidéos là-dessus. Et là, enfin, la vérité commence enfin à apparaître. Encore une fois, c'est une accumulation de signes. Parce que la parole commence à se libérer sur tout ce qui ne va pas en Ukraine. Je parle de très grosses choses, de choses majeures et terribles, dont les médias avant ne parlaient jamais. Donc on va voir un article de The Intercept, qui est un grand média américain. Alors voici l'article de The Intercept, qui dit en titre « L'Ukraine bloque les journalistes du front en raison d'une censure croissante ». La journaliste s'étonne. C'est fou à quel point ce qui se passe est si peu relaté. Bah, c'est fou à l'aîné de la dernière pluie. C'est une évidence. Les médias font une censure sur l'Ukraine depuis 2014-2015. Bien évidemment, s'ils disaient la vérité, jamais s'en serait arrivé là où on en est maintenant. Mais bon, que dit-elle d'autre ? Après que les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de la ville portuaire de Kherson en novembre dernier, après 8 mois d'occupation russe, certains journalistes sont entrés dans la ville libérée en quelques heures, sans autorisation formelle d'être là. Ils ont filmé les foules en liesse accueillant les soldats avec des accolades et des drapeaux ukrainiens. Les responsables ukrainiens qui contrôlent étroitement l'accès de presse aux lignes de front ont réagi en révoquant les accréditations des journalistes, affirmant qu'ils avaient ignoré les restrictions existantes. Au cours des mois qui ont suivi, alors que l'Ukraine cherchait à libérer davantage de territoires occupés par la Russie, le gouvernement ukrainien a intensifié ses efforts pour contrôler le récit de la guerre en resserrant l'accès des journalistes au conflit. Après cela, les choses ont commencé à empirer. Ils ont essayé d'exercer davantage de contrôle sur les journalistes, a déclaré à The Intercept Katerina Sergadskova, rédactrice en chef de Zobolona Media, une publication ukrainienne indépendante. Citation « Maintenant, il est très difficile de faire des reportages depuis Kherson, par exemple. Depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle l'année dernière, les autorités ukrainiennes ont menacé, révoqué ou refusé leurs accréditations de presse à des journalistes travaillant pour une demi-douzaine de médias ukrainiens et étrangers en raison de leur couverture médiatique, a rapporté le média Sémaphore au début du mois. Dans un exemple récent, le ministre ukrainien de la Défense n'a pas renouvelé les accréditations de presse d'un photographe basé en Ukraine qui accusait les services de sécurité du pays de l'avoir soumis à des interrogatoires et à un test au détecteur de mensonges et à des accusations selon lesquelles il travaillait contre l'intérêt national de l'Ukraine. Vous voyez, c'est quelle méthode ça quand un gouvernement commence à inquisitionner un journaliste, à faire des interrogatoires, un test au détecteur de mensonges avec des accusations contre l'intérêt national. Vous appelez comment un État qui se comporterait comme ça? C'est une belle démocratie, l'Ukraine, hein. Bref, les autorités gouvernementales ont rétabli l'accréditation d'Anton Skiba la semaine dernière suite à une campagne de pression menée par des collègues et des défenseurs de la liberté de la presse qui dénonçaient
renforcer les restrictions sur l'accès des médias aux lignes de front. En fait, qui dénonçait le renforcement des restrictions des médias aux lignes de front. Mais l'épisode a mis en lumière les tensions entre les autorités ukrainiennes et les journalistes couvrant le conflit, qui se sont discrètement intensifiées ces derniers mois. Ça, c'est vrai. La preuve, les vidéos que j'avais faites. Les correspondants de guerre chevronnés, pour leur part, accusent les responsables ukrainiens de rendre presque impossible, à de rares exceptions près, de rendre compte de la réalité de la guerre. J'ai couvert 4 guerres et je n'ai jamais vu un tel gouffre entre le drame, l'intensité et la portée historique de la réalité du conflit, d'une part, et la superficialité et la maigreur de sa documentation par la presse, d'autre part, a déclaré Luke Mogelson, un écrivain collaborateur du New Yorker à The Intercept. C'est fou de voir à quel point ce qui se passe est si peu relaté. Et la raison principale, mais pas la seule, est que le gouvernement ukrainien a rendu pratiquement impossible aux journalistes de réaliser de véritables reportages de première ligne. Bon, ensuite, bon, ça je passe. Là, voilà. Alors ça c'est intéressant. Certains journalistes ukrainiens ont également averti que la surveillance étroite exercée par les militaires sur les journalistes fausse la couverture de la guerre. Si un militaire me dit « je déteste tellement cette guerre », l'attaché de presse lui demande de répondre, en gros lui ordonne de répondre « oui, la guerre est dure, mais nous gardons le moral », explique Skiba, donc un indépendant. C'est le discours qu'entend une grande partie du public ukrainien. Après l'invasion russe, le président Volodymyr Zelensky a ordonné un téléthon d'information unifié de 24 heures au cours duquel certaines des principales chaînes de télévision du pays, de public et appartenant à des oligarques, assureraient une couverture de la guerre en alternance par bloc de 6 heures. À la fin de l'année dernière, Zelensky a également signé une loi donnant au gouvernement de vastes pouvoirs sur les médias. La Fédération européenne des journalistes avait qualifié une première ébauche du projet de loi de digne des pires régimes autoritaires. Vous voyez, digne des pires régimes autoritaires. Ben oui, parce en fait, il n'y a qu'un seul canal d'information en Ukraine. Hein, il faut se le dire. Et c'est la propagande d'État. Et il ne peut y avoir que ça à la télé. Bon, je vous passe un petit peu quelques paragraphes. Alors là, j'adore. La transparence est compliquée. Les traductions. Le mot difficile n'existe plus maintenant dans les médias. Ils connaissent que compliqué, ce qui fait que maintenant les gens n'arrêtent pas d'utiliser compliqué au lieu du mot difficile. Le mot compliqué, il devrait être rarement utilisé. C'est le mot difficile qu'il faut utiliser. Bref, c'est pas du bon français. La transparence est difficile. L'affrontement entre journalistes et autorités ukrainiennes éclate au grand jour au moment où l'armée ukrainienne se lance dans une contre-offensive très attendue. Une phase du conflit qui, selon certains journalistes, risque d'être révélée uniquement par le biais de comptes officiels et d'un accès étroitement contrôlé, tout en faisant pression pour une plus grande assistance militaire tout au long de la guerre. Les autorités ukrainiennes ont soigneusement géré ce qui est révélé sur leur performance sur le terrain, par exemple en gardant un contrôle strict sur le nombre de victimes parmi leurs forces. Là que lit-on ? Un journaliste danois affirme que les services secrets ukrainiens ont tenté de la contraindre à travailler comme propagandiste. Vous voyez le Kiev, ce qu'ils sont capables de faire ? Vous voyez ? Bon, je vais pas tout vous lire, mais bon, c'est assez terrible. C'est vraiment l'article est long. Je peux pas tout vous lire. Bon, on va arrêter là. Je crois que vous avez compris où était le problème. Alors la conclusion. Alors d'abord, je tenais à dire que j'ai retiré beaucoup d'informations du point sur l'Ukraine, parce que le point sur l'Ukraine, normalement, aurait été beaucoup plus long. Mais comme je veux diminuer la longueur du point sur l'Ukraine, bon, j'ai omis exprès toutes ces informations. Donc ça, je tenais à le dire.
Bon, sous ce déluge d'informations, malgré tout, que peut-on retenir? Les informations saillantes, c'est le crash de l'avion de Wagner. Au lendemain, Vladimir Poutine demande que les Wagnériens fassent allégeance par un décret à l'État russe. Voilà, donc le timing très bien choisi par Vladimir Poutine. Ensuite, on a quoi? Donc on a Rabotino, la nouvelle Bakhmout, c'est-à-dire le nouvel hachoir à viande, puisque les forces armées ukrainiennes envoient des dizaines de milliers de troupes sur cette région-là, qui est la région d'Orirov. Donc évidemment, cela se bat sur tout le front, mais principalement ici, puisque c'est là qu'ils veulent faire la percée pour idéalement prendre Tokmak. Alors les Ukrainiens, effectivement, ils ont avancé hein, dans la région d'Orirov, c'est-à-dire le front de Zaporojye et Donetsk, ils ont effectivement un petit peu avancé, surtout sur les côtés du front, hein, pas en profondeur du front. Puisque sur les côtés du front, ils ont réussi à prendre réellement du terrain. Mais à quel prix? À quel prix? Le prix a été colossal en équipement, en blindés, en hommes. Ça a été terrible, comme je vous l'ai démontré dans les coupures de journaux. Surtout le nombre d'amputés. C'est faramineux le chiffre. Les hôpitaux ukrainiens complètement débordés, surchargés. Je vous ai déjà montré un article du New York Times qui vous montrait en photo et qui vous expliquait à quel point les Ukrainiens étaient débordés sous le nombre de blessés graves. Donc je vous ai déjà montré tout cela. Bref, il y a aussi la corruption en Ukraine qui est absolument gigantesque, sans surprise. En fait, tout ce qui est révélé ici n'est que la continuité de ce que je dis depuis un an. Sauf que là, la grosse différence, c'est que les médias en parlent. Avant, j'avais un journal qui parlait de ce genre de choses, j'avais du mal à le trouver. Là, maintenant, les grands médias en parlent. Ça, c'est nouveau. La dernière pièce manquante à l'ouverture des médias, c'est les groupes néo-nazis en Ukraine et le fait que ça soit ces groupes-là qui gouvernent l'Ukraine. Ça, c'est la dernière chose que les journalistes n'osent pas trop souligner. Ils ont du mal avec ça. Bah oui, ça passerait mal dans l'opinion publique. Donc c'est pour ça que ça, c'est encore un petit peu gardé sous le coude. On n'en parle pas trop. Mais c'est absolument scandaleux. Voilà. Et donc, bon, bah, évidemment, comme je vous l'ai montré là, dans les articles de journaux, la victoire de Vladimir Poutine, elle est à peine cachée maintenant. À peine. Voilà. Donc, ça change beaucoup dans les médias. Ça change rien dans les faits. C'est les médias qui changent, les grands médias, qui commencent à avaler la pilule et qui commencent à se libérer. Donc ils commencent à s'émanciper de la censure eux-mêmes, hein. Ils s'émancipent eux-mêmes et bah, ils s'émancipent eux-mêmes parce qu'ils en ont l'autorisation. C'est les États-Unis qui ont commencé, hein. N'oublions pas cet article terrible d'un grand journal américain qui disait l'offensive ukrainienne échouera. Ça a été terrible. Je vous ai montré ça dans le point sur l'Ukraine de la semaine dernière. Et puis je vous ai pas montré que cet article. Je vous en ai montré plusieurs comme ça. C'est les États-Unis hein, qui donnent le là, hein, qui disent bon ok là vous pouvez parler de ça maintenant, c'est bon. Voilà, donc c'est le changement, il est dans les médias, hein, pas sur le terrain. Sur les médias, on n'apprend rien. Sur le terrain militaire, on n'apprend rien. Voilà. Bref, voilà pour la conclusion, on va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors je vous rappelle que c'est une carte faite par les Ukrainiens. Donc à garder toujours cela en tête, hein, puisque évidemment ça veut dire qu'elle est intrinsèquement biaisée. Alors bon, toujours dans l'état d'esprit de faire le plus court possible,
Pour essayer que le point sur l'Ukraine soit pas trop long, je vais faire très court, puisque de toute manière, les choses importantes, saillantes sur le front, bah, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout ici que ça se passe, donc dans la région d'Orirov. Voilà, donc évidemment sur le front, bah, ça chauffe. Alors pour la région d'Orirov, je vous en ai déjà parlé, vous vous souvenez que les Ukrainiens ont pu faire des avancées sur les côtés du front, ici. Donc ils ont pris à peu près tout ça. Voilà. Donc ils ont fait une avancée sur les côtés. Ils ont fait une avancée aussi en profondeur. Là, aux dernières nouvelles, ils ont rebattu retraite. Mais ils avaient pris une bonne partie du village de Rabotino. Donc là, ça a été un succès, bon, un succès éphémère, mais ça a été un succès quand même au prix, évidemment, d'énormes pertes, comme d'habitude. Donc revenons à la carte. Alors pour le reste, bah oui, sur Velika, Novosilka, il y a aussi de grosses batailles qui se font. Là, évidemment, c'est surtout là-bas, sur Orirov, que ça se passe. Mais la deuxième bataille la plus importante, dans le sens en taille, en force, c'est Velika Novosilka. Hein, là aussi, les Ukrainiens essayent de forcer ici. Ils ont avancé un petit peu, ils ont avancé, mais très très peu. Sinon, pour le reste des forteresses ukrainiennes, pas de grands changements. Ougledal, pareil. Malinka, pareil. Avdiivka par rapport à la semaine dernière, aucun changement. Donc, on va dire que le front est un peu figé. Sur Bakhmut aussi. Alors, Bakhmut, là, il y a toujours les trois offensives en cours ukrainiennes qui sont là, là et ici. Ça s'est un peu calmé sur le nord, bien qu'il y a eu une petite avancée russe ici sur le nord, au nord de Bakhmut, Artyomovsk. Hein, je vous rappelle que maintenant Bakhmut s'appelle Artyomovsk. Donc petite avancée russe ici. Là, les Ukrainiens sont face à un mur. Là, sur Siversk, qui est une autre forteresse, ça n'a pas avancé non plus. Sur Liman, les Russes ont un petit peu avancé, mais très peu. Ça vaut pas le coup vraiment de le mentionner même. Et évidemment sur Kupiansk. Bon, je vous rappelle encore une fois que c'est une carte ukrainienne. Et Kupiansk, là, c'est vraiment l'endroit qui est en fait très sensible parce que les Russes ont beaucoup avancé. Et là, évidemment, bon, en fait, ils sont plus vers là, les Russes. Ils sont à quelques kilomètres, 4-5 kilomètres de Kupiansk. À un moment donné, ils avaient avancé. Là, maintenant, ils piétinent un peu, les Russes, sur Kupiansk. On ne sait pas. En tous les cas, voilà, ça piétine sur le front. Par contre, c'est ici, sur Orirov, comme vous pouvez le voir, que là, ça chauffe le plus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Voilà, c'est fini pour le point sur l'Ukraine. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi, et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le Monde sur YouTube, et toujours, soyez curieux.